Mercredi 8 janvier 2020, la grande édition sur Esaü TV. Les titres. Le Conseil des ministres de ce jour transmet à l'Assemblée nationale un projet de loi portant modification de la loi portant création et organisation de la CRIET. Présidé par le président Patrice Talon, le Conseil des ministres de cette semaine a également pris plusieurs autres décisions. Des précisions dans un instant. La 4e édition du Festival international de Porto Novo bat son plein et déjà le public peut tirer des enseignements sur la qualité du spectacle et son implication. Retour sur des faits marquants du spectacle inaugural dans ce 19h. En sport, après son premier point engrangé dans les matchs de groupe de la Coupe de la Confédération Total Cup 2019-2020, Esaü FC aborde la phase retour ce dimanche en terre zambienne. Des échos de cette expédition en fin d'édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce jour a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale du projet portant modification de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Réuni sous la présidence du président Talon, le Conseil a également pris des décisions relatives au Centre de perfectionnement du personnel des entreprises CPPE, une autre au sujet du Conseil d'administration des structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bien d'autres décisions ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Adopté à l'unanimité des députés de la 8e législature le jeudi 19 décembre 2019, le budget d'État gestion 2020 est équilibré en charges et ressources à la somme de 1 986 910 millions de francs CFA, soit une progression de 5,8% avec un accroissement net de 109 milliards de francs CFA par rapport à la loi des finances 2019. 488 milliards de francs CFA de cette cagnotte sont consacrés à 228 projets sociaux en faveur des populations. Le député Gérard Benochi donne des précisions sur les prévisions sociales de ce budget. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Si vous me demandez de parler de ce qui est prévu au plan social, quand j'ai cité le projet H, ça c'est du social. Quand j'ai cité les recrutements dans la fonction publique qui sont annoncés dans le budget 2020, ça c'est du social. Le projet de recrutement de 2000 jeunes à former et qui seront mis à la disposition des entreprises pour leur premier contrat, pour leur permettre de faire leurs premières armes, pour qu'à la fin du contrat, s'ils se rendent utiles, ils ont montré de quoi ils sont capables dans les entreprises, que ces entreprises puissent les recruter ou qu'ils puissent être outillés pour voler de leurs propres ailes. Ça, c'est du social. Donc l'eau, quand on donne l'eau à tous les Béninois, ça, c'est du social. Donc, nous n'arrivons pas à voir ça souvent. Je peux vous dire que le budget 2020, comme nous l'avons dit, est le budget le plus social de l'ère de la rupture. Donc, tous ces projets touchent le vécu quotidien des Béninois et c'est pour ça que nous disons que c'est du social. Tout ça, c'est du social. Si je prends les mesures fiscales qui sont annoncées, les nouvelles mesures fiscales d'exonération qui sont annoncées, qui sont des allègements fiscaux
pour permettre que toutes les entreprises qui ont un projet de développer de la flotte, le commerce de la flotte de véhicules, pour permettre le transport, la libre circulation des personnes et des biens, c'est dit dans le budget 2020 que les importations de véhicules à l'état neuf sont exonérées des droits de douane et du TVA. Il en est ainsi aussi du matériel qui permet de produire de l'électricité photovoltaïque. Tous ces matériels sont exonérés. Les camions, les autobus et même les aéronefs pour permettre de développer le transport fluvial et aérien. Tout ça permet de transformer la vie des Béninois. C'est du social. Donc le social est transversal. Le social est partout. Le social est à travers tous les projets qui sont donc conçus. Si les projets sont exécutés, je pense que c'est la vie des Béninois qui est transformée. Et tout ça là, c'est du social. Ouvert le 4 janvier dernier au stade de la ville capitale, la 4e édition du Festival international de Porto Novo a connu une belle cérémonie inaugurale. Le spectacle donné à cette occasion a permis une communion parfaite entre l'organisation et le public. Retour sur les grands enseignements de cette grande messe culturelle avec nos reporters. Les rapports entre les royaumes d'Abomey et de Porto Novo, les rivalités entre Français et Anglais et le mixage de la culture afro-brésilienne et de la tradition du terroir de Terre Agbanli ont été revisités le 4 janvier dernier au cours du spectacle inaugural de la 4e édition du Festival de Porto Novo. C'est une joie, c'est une réussite, mais c'est celui qui ne fait rien, c'est à celui-là qu'on ne reproche rien. À côté de tout ce qui est fait, il y a toujours à parfaire, à améliorer. Et ces points-là seront étudiés entre nous, à la mairie ou bien au palais. S'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne doit pas figurer, on va le leur dire. Parce que tout d'abord, c'est notre histoire. Le metteur en scène Alugwin Din s'est donné à cœur joie pour communier avec le public en oubliant le déficit de ressources. J'ai d'abord écrit quand on m'a demandé l'histoire de Porto Novo, partant de Terre Agbanli jusqu'à nos jours. La première chose qui m'a intéressé, c'est le combat entre Tofa et Béanza. Parce que c'est ça qui crée la division entre les Aboméens et les Porto-Noviens. C'est la première scène que j'ai eu à écrire. Et puis les autres scènes, j'ai fait un canevas que je nourris au fur et à mesure. Alors, les autres scènes, j'ai procédé par improvisation. Alors, avec mes étudiants, on faisait des improvisations. Je donne le thème, ils improvisent, et puis je prends des notes, et après, je rédige des textes. Et il y a des textes aussi que je leur exige de rédiger. Ils ont aussi rédigé des textes. C'est progressivement comme ça. Mais alors, après, je vais dans chaque groupe parce que je travaille avec beaucoup de troupes. Et je vais dans chaque troupe, dans chaque entité, travailler des pans du spectacle avec eux. Et après, je regroupe tous les pans travaillés. Et je les couds l'un après l'autre. Et ça devient le spectacle. Donc, les gens, peut-être au début, ils ne comprennent pas dans quoi ils sont. Parce qu'ils font une portion. Et dès que tout est remis ensemble, ils commencent par voir clair et ils se disent, voilà dans quoi je suis. C'est comme ça que le spectacle a été échafaudé. Le Festival international de Porto Novo se poursuit jusqu'au 12 janvier prochain à Porto Novo. Le maître d'œuvre de ce spectacle, le comédien, metteur en scène et scénographe béninois Alugwin Din, exprime ses émotions à la fin d'une si grande œuvre. Je ne suis pas resté tranquille au moment du spectacle parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas comme je voulais. Mais le public ne voit pas ce que moi je vois. Et je suis satisfait de la réaction du public, de l'accueil du public. Et ça m'encourage à continuer sur cette voie. Mais la chose la plus importante, c'est que
ceux qui jouent avec moi, ceux qui travaillent avec moi, sont plus heureux, sont très heureux de le faire. Et ce qui me touche le plus, c'est les quelques 200 enfants des écoles, des collèges et lycées que j'ai associés au spectacle et qui sont très très heureux de faire ce qu'ils font là. Et le plus touchant, c'est qu'ils demandent déjà, après leur bac, venir à l'école. Vous voyez, ça crée des vocations. Et ça, c'est le plus heureux. Les orphelins de l'arrondissement de Tambodjevi ont démarré l'année 2020 le sourire aux lèvres. C'est ce que traduit leur propos à la fin de la cérémonie de remise de dons organisée à leur intention le 31 décembre dernier dans les locaux de l'arrondissement par l'ONG Demeure d'Amour. Suivons les expressions dans ce compte rendu. L'ONG Demeure d'Amour a gratifié les orphelins de l'arrondissement de Tambodjevi des tissus et victuailles nécessaires pour préparer un bon repas de fête le 31 décembre 2019 dans les locaux de cet arrondissement. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans le cadre de dons aux orphelins que nous avons eu à recenser il y a un an dans les 13 villages de l'arrondissement de Tambo. Donc aujourd'hui, on est venu leur apporter quelque chose pour qu'ils puissent fêter en beauté. En plus de ça, il y a une veuve et un orphelin spécial. Ces deux-là ont été spécialement gavés parce que, avec votre chef, nous avons mené les enquêtes ensemble. Le premier, il était orphelin de mère. Avant qu'on revienne, il est devenu encore orphelin de père. Donc il a perdu les deux. On est venu spécialement pour leur donner de la joie de vivre, c'est tout. Une cérémonie qui s'est achevée par un repas d'amour. Une cérémonie qui s'est achevée par un repas d'amour et qui fait suite à un recensement effectué par cette ONG un an plus tôt. Soyez rassurés que nous sommes vos parents et que nous sommes responsables de votre avenir. Population de Tambo, je vous souhaite bonne fête. Par anticipation, il reste quelques heures encore. Messieurs les responsables de l'ONG Demeure d'Amour, ma joie est tout à fait grande, plus que grande, ce matin de vous accueillir ici. C'est presque une surprise parce que quand vous avez entamé de faire votre recensement, il y a cela un an, bon, je suis d'accord, moi je suis l'autorité de la place, je ne peux que vous accueillir, mais je me dis, bon, avec l'expérience, que voilà, bon, on sera là, on va attendre pour voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, je me suis rendu à l'évidence. Je suis ému. Déjà, quand on m'a annoncé la semaine dernière que l'ONG sera ici, j'ai dit, ah bon? Donc, ça veut dire qu'il y a une parfaite organisation. Demeure d'Amour envisage la construction d'un orphelinat dans cet arrondissement. Dans la perspective de ce projet, elle a déjà assisté plusieurs orphelins pour leur scolarisation. En passeport, le Zaïre Football Club aborde ce dimanche à Lusaka la phase retour des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 contre Zanaco FC. En prélude à cette expédition, le directeur sportif du club universitaire, Quentin Didavi, s'est envolé en début de l'après-midi de ce mercredi pour la capitale zambienne. Sur place, il va préparer l'arrivée de la délégation le vendredi prochain. Un job que j'avais l'habitude de faire, donc il n'y a pas de problème. Je faisais ça pour l'équipe nationale, donc ce n'est pas pour le club qui me posera de problèmes. Je vais juste pour m'assurer que l'hôtel que nous avons pris est bien et que les dispositions sont prises pour l'accueil de l'équipe. Moi j'y vais maintenant. Après l'équipe viendra vendredi. Je viendrai les accueillir à l'aéroport et puis c'est tout. Vous savez, Zaïre est un outsider, c'est pour la première fois. Donc les joueurs n'ont pas pris conscience
de la chance qu'ils ont eue. C'est ça qui a causé ces deux défaites bêtes que nous avons eues à Berkane et à Port-Novo contre Motema Pembe. Mais je crois que à partir du match contre Zanaco ici, ils ont repris confiance. Et je crois que à Lusaka, ils essaieront de faire ce qu'ils peuvent pour que la représentativité soit un peu comme nos vrais matchs à l'extérieur. À la veille de ce voyage, la direction des AEFC a reçu une bouffée d'air. Le gouvernement béninois lui a octroyé une subvention de 30 millions de francs CFA pour les déplacements de l'équipe lors de cette phase retour. Suivons à nouveau le directeur sportif Quentin Didavi. Non, mais je crois qu'il faut simplement remercier le gouvernement béninois à travers son jeune ministre de la Jeunesse et des Sports qui, le jour de la qualification, disait déjà aux journalistes qu'il fera tout pour que la note soit vraiment salée au niveau du sponsoring du gouvernement. Et il l'a fait. La preuve, moi je voyage aujourd'hui avec un billet du gouvernement. Ce n'était pas comme ça. Vous savez, il vaut mieux tard que jamais. On a souffert, on a sérieusement souffert avant que ça n'arrive, mais curieusement, cette subvention est venue au bon moment, au moment où Esaïe avait complètement fini ses ressources pour cette rubrique de voyage. Donc, je ne peux que dire merci au gouvernement Talon et prie pour que d'autres clubs fassent comme nous et mieux que nous, afin de bénéficier aussi de la même chose, et prie pour qu'il y ait désormais amélioration au niveau de cette subvention et qu'on n'attende pas que les clubs soient essoufflés avant de leur venir en aide. Le gouvernement béninois a mis à notre disposition une cagnotte de 30 millions. Donc nous allons voyager à concurrence de ses frais. Et si éventuellement il y avait de reste, le ministre saura comment nous le retourner. Notons que c'est face à cette équipe zambienne que l'AEFC a marqué son premier point dans cette compétition. L'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, a reçu ce mardi au Caire le prix du meilleur footballeur africain de l'année 2019. Il succède au palmarès à son coéquipier en club Mohamed Salah, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Le natif de la Casamance a remporté entre autres la Ligue européenne des champions, la Super Coupe d'Europe, le mondial des clubs et a terminé co-meilleur buteur de la Première Ligue l'année écoulée. Mettons un terme à cette édition avec l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter qui s'intéresse à l'actualité au Togo, en Guinée et en Iran. C'est une signature de Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'actualité au Togo. Faure Gnassingbé a été désigné ce mardi candidat de l'Union pour la République, son parti pour la présidentielle dont le premier tour doit se dérouler le 22 février prochain. Élu une première fois après le décès de son père Gnassingbé Eyadema, mort en février 2005, après 38 ans passés à la tête du pays, Faure Gnassingbé a été réélu en 2010 puis 2015 et s'apprête donc à se représenter à un quatrième mandat. Une candidature qui a été rendue possible grâce à la réforme constitutionnelle controversée votée par l'Assemblée togolaise en mai dernier. À présent, rendons-nous en Guinée où la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a enregistré le dépôt de listes émanant de 29 partis alors que les principaux partis d'opposition ont annoncé vouloir boycotter les élections législatives. Le président de la CENI, Amadou Salif Kébé, a rendu publique la liste de 29 formations
qui ont fourni à la régulière des listes de candidatures. Pratiquement tous font partie de la mouvance présidentielle. Les poids lourds de l'opposition ont appelé au boycott du scrutin. Pour le président de la CENI, ce n'est plus possible d'avoir de nouvelles candidatures ou de nouvelles listes. Hors de nos frontières, rendons-nous à présent en Iran. L'Iran avait menacé Washington de représailles après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par les frappes américaines en Irak. 5 jours après, Téhéran a lancé aux alentours de 1h30 plus d'une dizaine de missiles balistiques contre 2 bases militaires irakiennes abritant des forces de la coalition menée par les États-Unis. Ces frappes survenues en 3 vagues ont touché les bases d'Ain al-Assad et Erbil, a déclaré mercredi 8 janvier le département américain de la défense, confirmant une information de la télévision d'État iranienne. Restons toujours en Iran où un Boeing 737 appartenant à la compagnie Ukraine Airlines avec 176 personnes à bord s'est écrasé ce mercredi 8 janvier, peu après son décollage de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran en direction de Kiev, ont annoncé les autorités iraniennes et ukrainiennes. Personne n'a survécu au crash. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaire TV. Gardez le réflexe www.zaretv.bj. Bonsoir.